Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal. Nous sommes la dernière semaine d'octobre, ne manquez pas le passage à l'heure d'hiver, c'est ce week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche, il faudra donc reculer vos montres d'1 heure. À 3 heures du matin, il sera donc seulement 2 heures. Le changement d'heure aussi connu pour avoir un impact sur notre santé, mais aussi la sécurité routière. Les journées sont plus courtes, il fait nuit plus tôt et donc les usagers de la route sont moins visibles. On compte d'ailleurs plus d'accidents avec des piétons ou des cyclistes pendant cette période. C'est pourquoi la préfecture de la Vendée a lancé pendant ce mois d'octobre une campagne de contrôle des éclairages de véhicules. En moyenne, on considère que plus d'un usager sur 3 n'était pas en règle concernant l'éclairage. Donc c'est une proportion évidemment qui est considérable et surtout, je le répète, l'absence d'éclairage ou des éclairages défectueux est un facteur de risque, est un facteur d'accident et peut entraîner des blessures graves ou voire des accidents mortels de la circulation. Et donc c'est effectivement une opération de sensibilisation destinée à faire prendre conscience aux usagers de la route de l'importance de cette question de l'éclairage. C'est un rapport qui a fait beaucoup de bruit lors de sa publication le 5 octobre dernier. Pour rappel, le rapport Sauvé, commandé par la SIAZ, c'est 216 000 mineurs recensés comme victimes de clercs et de religieux depuis 1950. À Fontenay-le-Comte, justement, la paroisse Saint-Hilaire de Fontenay a décidé de libérer la parole. Elle a organisé 2 moments d'échange ouverts à tous pour essayer de trouver des solutions aux problèmes que ce rapport soulève. Tout le monde a reçu un coup de massue sur la tête, et les prêtres en particulier. Depuis quelques semaines, les émotions se bousculent dans la communauté catholique. Incompréhension, surprise, colère, déception. Quelqu'un que vous violez, vous l'atteignez dans sa personne et vous le détruisez à vie, j'entends. Et un enfant, c'est encore pire. Des sentiments que ces paroissiens expriment à travers des échanges, des débats. Ici, on parle du rapport Sauvé, on l'analyse et on tente de répondre aux questions qu'il soulève. L'abcès a été crevé, et quand l'abcès est crevé, ça va mieux. C'est un mal pour un bien plus tard. C'est un problème qui touche toute la société, puisque de toute façon, là, on nous parle de 450 enfants violés par jour. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut faire. Et ce n'est pas uniquement des enfants qui ont été violés, maltraités par des prêtres. C'est des gens dans la société, je ne sais pas, ils doivent perdre leur bon sens. Au total, 2 sessions comme celle-ci sont organisées avec 70 fidèles, en majorité des retraités. Ce moment d'échange semblait nécessaire pour l'église fontenaisienne. Il était essentiel qu'on se l'approprie pour bien comprendre ce que ça a représenté pour les victimes et comment aujourd'hui, en sachant que ça existe encore, ce qu'on allait faire pour que l'Église prenne sa responsabilité en main. Et je pense que si je crois en l'Église et si j'aime mon Église, il faut aussi que je la bouscule, que je lui dise quand elle va et quand elle va pas bien. Et je pense que c'est ce qu'avaient envie de dire les gens qui étaient là aujourd'hui. S'approprier le rapport Sauvé, c'est aussi l'occasion pour les paroissiens de trouver des solutions pour prévenir ces abus et faire bouger l'institution. C'est aussi une obligation de se dire comment on s'empare de ce rapport, comment développer une certaine politique de prévention qu'on a pour faire que les parents qui inscrivent les jeunes dans les activités puissent être certains que les enfants ne courent aucun risque de ce type-là. On a déjà commencé à mettre des choses en place au niveau diocésain, mais on sent qu'il faut les renforcer. Une prochaine réunion est organisée avec les fidèles qui le souhaitent. Ensemble, ils poursuivront le travail commencé et comptent bien faire entendre leur voix et leurs propositions, surtout qu'en ce moment, l'Église est convoquée en synode jusqu'en 2023. Direction à présent les Sables d'Olonne, où se loger à l'année est devenu particulièrement compliqué. Là-bas, 40% des logements sont des résidences secondaires. C'est donc autant de volets fermés une fois l'été terminé. Pour lutter contre ce phénomène, la ville met en place le plan Louer à l'année. Un plan qui propose 8 mesures pour inciter les propriétaires à louer leurs biens toute l'année plutôt que de se cantonner à l'été.
Le plan s'appelle le plan loué à l'année et il permet aux propriétaires qui sont propriétaires de biens en location touristique et qui voudraient accepter de les mettre en location à l'année de bénéficier d'une prime de la part de la ville, une prime qui s'élève de 5 000 à 10 000 euros selon la taille du logement et éventuellement aussi une prime d'aide à la rénovation énergétique qui peut aller jusqu'à 7 200 euros selon les travaux qu'on envisage et le bénéfice énergétique que ça produit. Donc au final, un propriétaire pourrait toucher pendant 3 ans, la durée du contrat avec la ville, 17 000 euros s'il décidait de jouer le jeu de la location à l'année. Et toujours à propos d'immobilier, mais sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Cette fois-ci, la communauté de communes installe sur son territoire une conférence intercommunale du logement, un dispositif désormais obligatoire pour les communautés de communes de plus de 30 000 habitants. Son objectif, résoudre les problèmes d'attribution des logements sociaux. Le but, c'est d'essayer d'épurer, puisqu'on a encore aujourd'hui 700 dossiers en attente de logement ici au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc le but, c'est d'essayer d'aider ces gens-là. Pourquoi pas, par exemple, en mettant en place un guichet unique. C'est-à-dire qu'on fait un seul guichet pour tous les bailleurs sociaux, ce qui pourrait fonctionner. Le but est aussi de résoudre le problème du logement saisonnier. On sait qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'emplois qui n'ont pas pu être pourvus pendant la dernière saison parce que les personnes n'avaient pas de logement. Voilà. Et puis, le but étant d'essayer de travailler et avec les bailleurs, et avec l'État, et avec les partenaires et avec les associations pour faire en sorte que les gens aient de plus en plus de facilité pour avoir un logement social, que les procédures soient allégées. Partons à présent à la découverte de saveurs inconnues. Connaissez-vous le kombucha ? Cette boisson originaire d'Asie connaît un énorme succès aux États-Unis, en Angleterre ou encore en Allemagne. Et la Vendée s'y met aussi. Au Sable d'Olonne, 2 cousins se sont lancés dans la production de kombucha. Installés il y a seulement 6 mois, ils espèrent à terme produire jusqu'à 250 000 bouteilles par an. Cyril Guillet est allé à leur rencontre. C'est pendant des voyages en Amérique et en Australie qu'Alexia Arrivé et Florian Choupeau ont découvert le kombucha, un breuvage à base de thé fermenté tout droit venu de la région du Mandchourie au Japon. Une boisson naturellement pétillante, riche en probiotiques, fonctionnelle, avec des vitamines, des antioxydants, des minéraux, qui permettait vraiment d'avoir une nouvelle alternative aux boissons classiques. Depuis 10 ans, le marché du kombucha est déjà bien implanté en Amérique avec une vingtaine de marques. En Europe, les Anglais et les Allemands en sont déjà friands. Depuis 2 ans, le phénomène se développe en France et avec l'implantation de cette microbrasserie, la Vendée suit le mouvement. On a mélangé l'infusion de thé sucré avec la mère de kombucha et on brasse un petit peu et après on va laisser fermenter plusieurs jours. Alors du kombucha, c'est du thé fermenté naturellement pétillant, donc sans alcool, qui est fait à partir d'une culture symbiotique de levure et de bactéries, à laquelle on va rajouter du thé, du sucre. On va le faire fermenter une première fois, auquel cas ensuite on l'arrêtera et on viendra insérer donc nos super aliments pour effectuer une infusion de quelques heures à jour, dépendamment de nos recettes. Ensuite, on la met en bouteille, on refait faire une seconde fermentation et après, nous, on la remet au frais. Une production artisanale, au maximum localement sourcée, réalisée avec des produits frais et de saison dans la mesure du possible. Pour l'aromatisation d'une de notre recette, donc la tonique, citron, gingembre, curcuma, on utilise des zestes de citron frais, du curcuma frais et du gingembre frais. Je pèle les citrons pour que ça passe en aromatisation ensuite. Sachant que nous, on ne dilue pas, on ne pasteurise pas, on ne filtre pas, donc ça rajoute quelques contraintes logistiques après, mais c'est ce qui est la garantie d'avoir un produit vivant, un produit qui a encore des probiotiques, des vitamines qui sont toujours là, et des minéraux ainsi que des antioxydants qui sont encore actifs. À ce jour, 3 saveurs sont proposées à la vente. Pour ce qui est de la distribution, ces boissons sont disponibles en Vendée et dans les Pays de la Loire en click and collect chez des cavistes ou des primeurs. Cette année, entre 20 000 et 30 000 bouteilles devraient passer la porte de cette microbrasserie. Et terminons ce journal au Poiré-sur-Vie. L'Office de tourisme de Vielle-et-Boulogne propose donc des balades comptées. Le principe est simple, vous suivez un parcours pédestre et on vous raconte des contes et légendes locales. Un reportage Grégoire de Châtillon. Avec un peu d'imagination, vous pourrez croiser la Dame Blanche ou encore le petit homme rouge de la métairie. Lorsqu'on parle de sort, il ne vaut mieux pas croiser son chemin. Ils sont aujourd'hui une dizaine à participer à cette balade au rythme d'histoires de loups, sorcières et autres chimères, des contes et des légendes qui fascinent autant les petits que les grands. On a fait l'histoire du petit homme rouge, des 3 petits hommes, de la Dame Blanche. Je connaissais pas trop les légendes du coin et aussi c'était cool de faire ça.
pour nous les adultes, instructif, des légendes que l'on ne connaissait pas. On a entendu la louve, c'était trop drôle, la dame, elle faisait bien avec sa voix. Les participants marchent pendant environ 2 km, un parcours rythmé par 4 haltes, durant lesquelles sont comptées des légendes bien locales. Il s'agit de contes et légendes de nos villages. Donc ce sont des contes et légendes inspirés d'anciens livres qui existent vraiment en fait et qui parlent notamment de certains lieux existants en Vendée. Donc on va parler effectivement du Moulin Élise, enfin du site, on va parler de Beaufou, de Maché, etc. Donc on va retrouver comme ça plusieurs lieux où se sont déroulées des légendes d'antan. À l'origine de ces balades, l'Office de tourisme de Ville-Boulogne, une première édition pensée depuis quelques années déjà. Il possède 3 tours rondes au toit pointu et l'une d'elles est élégamment finie par une lanterne. Et ces contes et légendes, c'est le fruit d'un travail qui a commencé il y a quelques années, c'était en 2016, où il y a eu toute une collecte auprès des habitants, des érudits locaux. On a fait aussi des recherches dans les bouquins. Donc on a choisi le parc du Moulin Élise. L'ambiance s'y prête bien puisqu'il y a des petits bosquets, des endroits un peu ombragés. C'est assez sympa, c'est assez propice à mettre en scène des petites histoires. D'autres balades comme celle-ci sont prévues mardi prochain au Luxure Boulogne, avec à la clé d'autres histoires à découvrir. Du côté de la météo, attendez-vous à un vrai week-end de Toussaint avec des averses et du vent fort, notamment ce dimanche. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve dès demain pour l'hebdo de la semaine. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end.